Donc, nous, on va intervenir effectivement au niveau du credit management, responsable en couvrement, direction financière. Donc, on va plutôt, avec Yellowfi Cash, aller sur la première partie au niveau du cash ressource planning qui va être la collecte du cash. Et avant de commencer, on va peut-être faire un petit point sur pourquoi cette collecte du cash elle est importante. Alors, je pense que vous avez connaissance, vous écoutez les informations, vous écoutez les actualités. On a pris quelques chiffres qui illustrent en fait le pourquoi les entreprises aujourd'hui doivent s'attacher sur la partie collecte du cash. Vendre, en général, on dit vendre, c'est bien, mais encaisser, c'est mieux. Encore plus dans les contextes actuels. Je vais commencer par l'évolution des défaillances, déjà, 2019-2024, où vous le voyez depuis 2020-2021, période Covid, post-Covid, on avait des taux de défaillance ou un nombre de défaillances qui était anormalement bas. Pourquoi? Parce que vous aviez bien évidemment l'État qui était au soutien des entreprises. Et depuis, on a un rattrapage qui se fait. On n'a pas eu un tsunami de défaillance, comme vous pouvez le craindre un moment avec la situation avec la crise Covid. Il n'empêche que derrière, il y a un rattrapage qui se fait et qui ne va pas se tarir. C'est-à-dire que les prévisions pour 2025, quand on prend les prévisions qui sont données par certains assureurs crédit, ça va être aux alentours de 67 000, 68 000 défaillances. Pour information, ce nombre de défaillances, on l'a quasiment jamais connu en France depuis qu'on comptabilise en fait, le nombre de défaillances. Le plus haut pic constaté avant, c'est un peu plus de 60 000, c'était en 2008 lors de la crise des subprimes. Là, peut-être, vous avez connu, vous travaillez peut-être avec des assureurs crédit à l'époque, vous pouvez se retrouver avec des caisses de résiliation de clients parce que derrière, justement, les assureurs ne souhaitaient pas prendre de risques. Donc, on est à des niveaux très hauts en termes de défaillance et ça ne va pas se taire. Donc, d'où l'intérêt pour les entreprises de vraiment s'attarder. Et je pense qu'il y en a un certain nombre maintenant ça devient de plus en plus, enfin, c'est de plus en plus dans les consciences, de s'attarder à voir comment je fais pour mettre en place des process qui me permettent d'éviter de subir justement ces défaillances d'entreprise, des défaillances potentiellement de mes clients. Quelques chiffres aussi qui sont intéressants, 25% de défaillance suite à un retard de paiement, ça c'est des choses qu'on ne sait pas, mais une défaillance sur 4 intervient pas parce que la société n'a pas le carnet de commande plein, mais c'est parce que vous allez avoir une société qui ne va pas payer en fait son fournisseur sous-traitant, d'où d'ailleurs la mise en place, vous voyez aussi ce qu'on appelle le name and shame avec justement la DGCCRF qui est amenée à pénaliser certaines entreprises. Une facture sur 3 est impayée pour la non-qualité, de la non-qualité. Donc là, on ne va pas être sur la défaillance, mais ça, c'est aussi intéressant, mais parce que ça peut aussi impacter votre réseau. Et on va le voir encore plus avec la facturation électronique. Je crois que c'est un sujet que vous avez vu ce matin. Mais derrière, les factures ne sont pas payées pas seulement parce que la société ne veut pas, mais parce que derrière, il peut y avoir un problème de formalisme ou de litige. Un autre élément intéressant, 30%, on n'a pas ça en tête, mais le poste client, c'est 30% de l'actif de l'entreprise en général, donc ça pèse, c'est pas anodin. Et à droite, si on reprend sur la partie justement défaillance, je ne vais pas revenir sur les 68 000, mais vous voyez, liquidation judiciaire, pourquoi je mets ce chiffre en exergue, c'est un peu moins de 42%. Ça veut dire que vous avez beaucoup de sociétés qui ne passent plus par la case sur redressement judiciaire, sauvegarde, homologation, mais qui vont tomber directement en liquidation, ce qui veut dire qu'elles deviennent insolvables pour vous. L'agent énergie, c'est un peu compliqué pour les fournisseurs de pouvoir récupérer l'argent quand vous avez l'État qui est passé avant. Mais la société repart, vous pouvez continuer à travailler avec elle, elle n'est pas encore morte. La liquidation judiciaire, là, pour vous, c'est-à-dire qu'elle ferme le rideau. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que maintenant, les sociétés tombent de plus en plus rapidement. C'est 300 000 emplois qui seront détruits dans le bâtiment en 2025. On le verra, le bâtiment, c'est un secteur qui a été touché en 2024. C'est en général l'un des premiers secteurs qui est touché quand justement il y a des problématiques au niveau économique. Je crois de mémoire, on a regardé, mais c'est le deuxième secteur qui est touché. Puis bien évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure, je vais passer rapidement. Première priorité de l'EF en 2025, la gestion du cash dans sa globalité, la raison pour laquelle on est présent aujourd'hui, dont la première partie qui va être la collecte en fait, de ce cash. Si je fais un petit focus sur le secteur et puis les régions en top 3, bien évidemment, vous retrouvez les plus gros pourvoyeurs en termes de nombre d'entreprises en France. Donc c'est pas anormal, le fait que vous ayez l'Île-de-France et le Rhône-Alpes qui soient devant. Vous avez quand même PACA qui est en troisième position sur la partie nombre de défaillances sur l'année 2024. Et vous allez ensuite avoir les secteurs qu'on retrouve traditionnellement, malheureusement, mais l'hébergement, restauration, commerce, réparation et construction qui va être le top 1 au niveau des défaillances. Si je fais un petit focus sur la partie PACA Occitanie, entre 2022 et 2024, l'augmentation des défaillances, c'est plus 55%.
Ce qui peut être intéressant aussi à mettre en relief, c'est le dynamisme, par exemple, le nombre de créations d'entreprises. En PACA, il a baissé, en 2 ans, il a baissé de 5% ce nombre de créations d'entreprises. Si je reprends l'Occitanie, il est flat. Là où on avait tendance à avoir quand même des seuils, pour avoir suivi ça, de création d'entreprises, constante augmentation. Donc ça s'explique. Hein. Vous avez un accès au financement qui peut être un peu plus compliqué. Vous avez aussi des personnes qui se lancent peut-être moins dans l'entrepreneuriat au vu du contexte économique. L'entrepreneur, il faut prendre sa part aussi, c'est pas forcément tout ça. Donc, mais ça donne un peu la tendance du marché, sachant que je regardais aussi ce matin, si maintenant je me projette sur 2025, la croissance, je voyais que l'INSEE avait réalisé ses prévisions de croissance. Au premier trimestre, je crois qu'on était à 0,1 et sur le deuxième trimestre à 0,2. Donc on est sur des niveaux de croissance qui vont être quasi flat sur cette année. On n'est pas en récession, mais on n'est pas sur l'économie dynamique. Alors quand on dit tout ça, c'est quand même un peu... On n'est pas en récession, mais bon, je vais passer au-delà du contexte géopolitique. Sinon après on s'en sort pas, donc il faut quand même qu'on continue d'avancer. Et puis il y a quand même des choses qui font, il y a quand même des pépites qui, au niveau économique qui marchent bien, des secteurs qui portent aussi l'économie. Et au-delà de ça, on a des solutions à proposer, parce que derrière, quand on est en difficulté, moi je dis tout le temps, des difficultés peuvent apporter des opportunités de pouvoir s'équiper, de pouvoir justement essayer de processer certaines démarches. L'idée de l'application, c'est ça. De vous dire, ne subissez plus en fait justement cette partie. Et le CRP, globalement, ça va être cette démarche-là. Ne subissez pas forcément ce contexte, parce que ce contexte, on l'a là, mais en fait, on l'a effectivement, défaillance et autres, c'est des sujets qu'on a constamment. Mais regardons comment on peut vous apporter des solutions pour faire en sorte que justement, votre entreprise puisse encaisser plus rapidement et que justement ça puisse derrière alimenter votre trésorerie et que vous, entreprise, vous puissiez continuer de croître, continuer d'investir, d'accord, voire pourquoi pas aussi faire fructifier l'argent. Ayant une directrice financière dans des Delopicage qui me disait ça m'intéresse de pouvoir aussi derrière encaisser plus rapidement parce que l'argent plutôt qu'il soit chez nos clients que je finance, j'aimerais bien l'avoir chez moi parce que mon actionnaire demande de pouvoir faire fructifier cet argent sur les placements avec des taux d'intérêt qui sont intéressants. C'est un exemple de héros. Et l'Officash, c'est une couverture. Comment on va y répondre justement à ces problématiques? Par une couverture fonctionnelle à 360 degrés. On va pouvoir, c'est pas un unique outil de recouvrement. C'est pour ça qu'on appelle, c'est un outil de gestion du post-client. Il va se rapprocher d'un CRM financier, on le verra tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on va traiter tout le process qu'on appelle order to cash, d'accord? Et toutes les problématiques donc de la commande jusqu'à l'encaissement. Et donc on va pouvoir en fait adresser les problématiques qui sont liées au credit manager par rapport au risque client, avec des connecteurs au niveau des assurances crédit, comment je fais pour gérer justement mon encours, comment je fais pour mettre en place des règles qui me permettent de limiter mon encours et mon risque, comment je fais pour communiquer en fait avec les parties prenantes autour de mon entreprise sur ce risque, typiquement les commerciaux, c'est les premiers qui sont justement en face du client, et on aime bien vendre, mais encaisser c'est pas forcément on est les meilleurs. Vous allez bien évidemment avoir un module de relance qui va vous permettre de gagner en productivité, parce que c'est ça aussi, j'en ai pas parlé, mais on a aussi des tensions sur le recrutement, donc comment je fais pour essayer de mettre en place des outils qui me permettent de pouvoir processer un certain nombre de démarches, d'accord, de manière à pouvoir justement libérer du temps à mes équipes sur vraiment des tâches à forte valeur ajoutée, donc sur la partie relance, et sur la partie litige contentieux, parce que, on le disait tout à l'heure, vous avez des causes de non-paiement, pas seulement par rapport à des problématiques que vos clients ne peuvent pas vous payer, mais c'est qu'ils ne peuvent pas vous payer parce que derrière, ils ont une raison valable de ne pas le faire, conformité de la facture, mais ça peut être aussi des litiges par rapport à vos activités, dans le transport, par rapport à un produit, etc. Derrière, ça va être les 3 modules. Ces 3 modules, on va pouvoir les piloter au travers de dashboards. On va pouvoir piloter, partager, et ça dans un contexte international. Piloter en fait l'organisation, le travail de mes équipes, de piloter mes KPI qui sont liés justement à mon poste client. Partager, ça c'est important. C'est-à-dire que l'affaire du cash aujourd'hui, ce n'est plus une seule responsabilité de la direction financière, de la direction trésorerie, mais ça va être une responsabilité qui est de plus en plus partagée au niveau de l'entreprise. L'ADV va être concerné. Le commerce, j'en parlais, nous, de plus en plus concernés. Pourquoi? Parce que les entreprises sollicitent les commerciaux qui sont la première vitrine ou le premier contact avec les clients. Mais ça peut aller plus loin. Avec un fabricant de camions, il va associer ses ateliers dans la résolution des litiges, par exemple, pour pouvoir débloquer les factures.
Donc l'objectif, c'est vraiment de partager justement cette information de manière à pouvoir provoquer et encaisser plus rapidement et maîtriser son cash. International, sachez-le, c'est une solution qui est justement multilingue, multidevise. Et quand on parle de partager, on va le faire au travers d'outils, de workflow interactifs. On va le faire au travers d'un porte-à-client, on va y venir tout à l'heure, parce que le use case qu'on va prendre, c'est comment je fais pour que mes clients se payent plus rapidement. Et c'est peut-être en leur mettant à disposition en fait, des outils qui leur permettent de vous payer plus rapidement. Au travers du porte-à-client. Mobility, ça va être parler des commerciaux. Les commerciaux, ce qu'ils ont plus souvent en main, l'ordinateur, c'est le téléphone. Donc en gros, c'est de leur dire, ok, vous allez avoir accès en fait à des informations liées à votre poste client, potentiellement des coups tensieux, des échus, sur l'application avant d'arriver dans votre rendez-vous et vous pourrez chatter directement, par exemple, avec le gestionnaire. Et puis tout ça, en lien avec les dashboards, on a des outils qui vont pouvoir faire du report, un outil de BI intégré, puis l'analyse pilotée, si j'y reviendrai parce que c'est en lien complet avec notre sujet du jour, qui est le cash resource planning, qui va être le prévisionnel d'encaissement. On a beaucoup de données, on en a parlé, on a les promesses de paiement, on a les échéanciers, on va avoir les litiges, etc. Ce qui permet derrière de pouvoir affiner justement les prévisionnels d'encaissement et de pouvoir communiquer ensuite avec justement XRT et CashLab. Ça, j'y reviendrai après. Très rapidement, comment ça fonctionne, l'Officash, je vais passer très vite. En fait, on va venir se plugger derrière votre outil, votre ERP comptable, votre ERP, au travers avec d'autres ERP possibles, avec cette chaîne ERP 1000X3, parce qu'on a des connecteurs qui sont mis en place, qui permettent justement de pouvoir déployer rapidement, d'aller récupérer cette information, de manière à être le miroir de ce que vous avez dans la compta, parce que l'objectif, c'est de rester dans l'Officash sur tout le process-là. Et puis, on va connecter avec des informations financières, des informations d'assurance crédit. On parle de la facturation électronique par rapport au public. Vous voyez, par exemple, on travaille avec les PDP, mais on travaille d'ores et déjà avec Corospo. On a importé les informations de Corospo dans l'Officash. Avec un objectif, toujours, c'est de faire gagner du temps à vos équipes, qu'elles n'aient pas besoin, en fait, d'aller dans différents outils. Et puis, cette Officash, ensuite, va communiquer typiquement avec votre outil de trésorerie, comme XRT, de manière à pouvoir alimenter ensuite vos prévisionnels de trésorerie. Les bénéfices, je pense que je vais aller vite parce que je m'en ai parlé, réduire ces délais de paiement, bien évidemment, gagner en productivité, bien évidemment, parce que derrière on passe, et beaucoup d'entreprises continuent de travailler sur Excel pour gérer leur cash, sortent une balance AG et elles communiquent là-dessus. Et on envoie des mails quand elles veulent l'autre. Là, l'idée, c'est de se dire, j'y pense plus, c'est l'outil qui va le faire pour moi. Améliorer ses KPI financiers, parce que de toute manière, votre direction vous le demande, et par rapport au contexte économique, une fois de plus, l'objectif, c'est de ne pas subir justement ces dépendances et consolider la relation client, parce qu'on pense tout le temps à la partie post-client comme un irritant avec les clients. Et là, l'idée, c'est d'en faire un process qui montre le professionnalisme de l'entreprise avec, pourquoi pas, des messages positifs et en fait, où vous allez apporter des solutions, je le disais tout à l'heure, à vos clients pour qu'ils vous payent plus rapidement. Pas juste leur dire de payer. Et je vais passer à la deuxième. Donc ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est cette Officash, l'outil Officash. Donc je veux parvenir qui vient se plugger derrière votre ERP comptable. L'objectif, c'est que c'est automatique et que quand vous verrez toute la partie process de gestion du poste client, vous restez en fait dans l'Officash. Je parlais tout à l'heure d'utiliser le use case de comment je fais pour justement accélérer mes paiements. On a un dashboard qui vous permet de piloter avec le planning, la priorité. Ça, c'est pour ça que je parle de CRM, parce que ça va permettre à vos équipes de plus se poser la question de ce qu'elles ont à faire en termes d'action, d'accord ? Peuvent à un moment ou un autre débloquer les paiements. Et surtout, je vais pouvoir derrière mettre en place ce qu'on appelle nous des campagnes, des scénarios de relance automatiques. Donc scénariser les relances, alors ça, c'est des éléments que certains qui ça parle, et on va essayer de les scénariser en fonction des conditions. On rend un peu intelligent le scénario en fonction du profil par exemple du client. Je parle aussi de la même manière une administration, une TPE, qui est un grand compte. Donc je vais pouvoir scénariser et automatiser tout mon flux de relance par rapport à des conditions et des actions. Donc ça va être la partie relance expert. Je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des campagnes à traiter. Les campagnes, c'est quoi? C'est typiquement mettre en place des campagnes de pré-relance. C'est-à-dire de ne pas attendre d'arriver à l'échéance pour que mon client lui dire ça y est, tu me donnes de l'argent, mais 15 jours avant, par exemple, lui dire dans 15 jours, vous avez une facture qui va arriver à l'échéance. Et pourquoi pas en profiter pour faire un élément de communication positif, de manière à pouvoir les prévenir, bien évidemment en joignant les notificateurs de facture, parce que encore aujourd'hui, on en a plus, mais aujourd'hui on en a encore besoin, parce que là, c'est peut-être la première cause de non-paiement qu'on va vous soumettre, de vous dire j'ai pas reçu la facture.
au moins, vous la poussez. On peut faire des opérations de cash marathon aussi pour accélérer le paiement. Donc, qu'est-ce que j'appelle cash marathon? Ça va être typiquement pour vos équipes par rapport à des conditions, peut-être de l'assurance crédit, de la formation financière, de la note, peut-être vos encours, de dire je vais identifier tous mes plus gros encours parce que derrière, j'arrive en dernière phase de l'année fiscale. Donc, je vais mettre en place une opération coup de poing auprès des équipes pour que derrière, sur ce type de client qui est à risque avec un gros encours, j'ai des actions d'appel téléphonique et pourquoi pas en liant les commerciaux si j'arrive pas à les avoir, de manière à faire en sorte que mon cash rentre plus rapidement. Ça, je vais pouvoir le piloter directement depuis l'application, l'automatiser. C'est très bien sur l'automatisation parce que c'est un des ROI de l'application, d'accord? Et faire en sorte, une fois de plus, avec cet argent, rentre plus rapidement au niveau de ma trésorerie. Ensuite, je vais pouvoir, donc, hop, je reviens, donc j'ai mon dashboard. Je parlais des scénarios, donc je vais vous montrer comment ça se matérialise. Donc là, j'arrive sur une fiche d'un compte client et j'ai des vignettes qui me permettent de piloter sur mon retard, sur mes échus. Et puis ici, je vais avoir le fameux scénario qui va me permettre de voir en fait sur qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai scénarisé comme étape, de manière à m'assurer que j'ai pas de trou dans la raquette et que mon client il est bien avancé. Une fois de plus en fonction de sa typologie. Donc là, typiquement, je vais aller rapidement, je vais envoyer une première relance email, tout est automatisé. Et puis au bout de la deuxième relance, je vais soit envoyer un email, soit je vais dissocier en fait avec une action de relance téléphonique pour les gros montants. Ce qui me permet d'avoir une approche différenciée en fonction de la situation de mon client. D'accord? Puis après, j'ai envoyé un courrier un avertissement avant mise en demeure et ensuite une mise en demeure. C'est un exemple. On pourrait mettre 4, 5 étapes, on pourrait mettre 2 étapes. D'accord? Nous, on a des scénarios standards qui sont là, que on connaît, qui sont utilisés par nos clients, donc on connaît en fait la performance. Okay, mais l'objectif, c'est déjà qu'en mettant ça en place, vous ayez déjà un gain parce que vos clients, ils vont se rappeler, en fait, vous vous rappelez à votre client, et donc derrière, il va avoir plutôt tendance à aller justement vous payer. Hein. Alors, on analyse, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais l'idée, c'est que l'outil aussi permette d'être en progression continue, c'est-à-dire que là, vous voyez, je peux en fait analyser l'efficacité de mon scénario de relance. Pardon. Typiquement, dans mon scénario, je pourrais très bien voir si à chaque fois, ce client, il me paye au niveau de la troisième relance. La troisième relance, souvenez-vous, c'est l'action, l'avertissement avant mise en demeure. Donc, je commence à montrer les noms. Ok, ça veut dire que je vais peut-être faire un scénario un peu plus dur tout de suite pour certains de mes clients, parce que je sais qu'ils attendent ça. Cette partie, donc, on l'a scénarisée, donc ça me permet de vous montrer que vous avez une vue d'un compte client. Dans les relances, dans les emails de relance, je vous disais tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir proposer des outils à vos clients pour qu'ils puissent payer ou interagir avec vous. On a mis en place ce qu'on appelle un portail client, donc qui va permettre de donner accès en fait à vos clients à un état de situation. Donc dans les emails de relance, vous allez pouvoir joindre en fait ce lien, d'accord, et ils vont pouvoir se connecter en toute autonomie. Hop, ça vient d'être envoyé. Alors, je chercher. Et donc, je clique et voilà. J'arrive sur mon portail client. Donc là, c'est plus vous. D'accord? Je me déporte chez votre client. Il a reçu ce lien. On lui a dit merci monsieur le client, vous avez ces factures-là qui sont en souffrance. Si vous le souhaitez, vous pouvez les consulter directement depuis votre espace. On vous le met à disposition. Vous pourrez consulter vos factures. Et puis si vous le souhaitez, même vous pourrez payer en ligne parce que vous avez souscrit en fait un site un fournisseur de paiement en ligne. Donc, il va arriver, ça va être votre logo en haut, il va retrouver les coordonnées de son interlocuteur. Donc là, je suis bien dans un grille de communication. Et puis, tout ce qu'il vous doit, c'est qu'il a payé, son retard moyen, parce que des fois, on peut se faire prendre conscience. Des fois, on n'a pas la conscience. Quand on paye le client, on ne sait pas avec combien de retard on paye notre fournisseur. Là, au moins, on le voit tout de suite. Ça peut être un choc aussi. L'idée, c'est derrière de provoquer. Et puis, vous voyez, on parlait des promesses par rapport à la trésorerie. Il va pouvoir faire des promesses et ses litiges. Et il va pouvoir interagir. Il va pouvoir sélectionner, en fait, ces factures qui retrouvent ici en PDF là, à date, et puis derrière, il va pouvoir payer par carte bleue ou virement, comme sur Amazon. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition, en fait, on utilise là dans le jeu de démo, mais on a des partenaires autres, mais là c'est Stripe, qui est un provider mondial, donc il peut payer par carte bleue ou virement, il va arriver en fait sur le site de Stripe. D'accord, vous avez un contrat avec Stripe, et puis derrière, il peut payer, il peut faire son règlement directement. D'accord? Il va pouvoir, donc vous voyez, c'est simple en fait de pouvoir raccourcir justement la partie paiement et l'expérience de paiement. C'est un peu comme quand vous êtes sur Amazon, maintenant, vous savez, Amazon c'était les premiers à commander, vous ne sortez même pas que vous avez payé, vous ne sortez même plus votre carte. Bon, là il y a quand même toujours la carte, mais
derrière, il y a quand même la capacité de pouvoir faciliter la partie de paiement. Je vais surtout pouvoir faire d'autres choses. Il va pouvoir vous prévenir que derrière, il va vous payer bientôt. C'est déjà une promesse de règlement, mais pas tout de suite. D'accord? Donc ça, en lien, pas plus parce que c'est des éléments qu'on va pouvoir récupérer dans les prévisionnels de trésorerie. Il va pouvoir demander un échéancier de promesse. Et il va pouvoir aussi signaler une erreur, un dysfonctionnement, un litige. Et donc, il peut très bien le faire. Il va choisir le motif. Ce motif, c'est à votre main. C'est vous qui décidez, parce que vous avez toutes les sociétés, donc même s'il y a des litiges commerciaux, ça, c'est un litige qu'on retrouve régulièrement. Après, il y a d'autres catégories de litiges, qui peuvent être plus spécifiques à l'entreprise. On pourra l'adapter ici. Et vous allez, par exemple, là, il va faire une demande d'avoir, en disant problème de avec le BL. Il n'est pas d'accord. Okay. Il valide. Donc lui, il voit que c'est en attente. C'est bon. Maintenant, je me mets à votre place. Donc, je suis utilisateur d'Elofi Cash. Je vais soit en fait avoir ici une action qui va venir se loguer. Donc dans mon jeu de démo, je ne l'ai pas. Mais par contre, je vais avoir une notification que j'ai dans mon jeu de démo. Et donc, en cliquant, je retrouve en fait ce que m'a communiqué mon client. Donc ça me permet de voir qu'effectivement, ce client, Plan Soge, apparemment, j'ai une erreur où il y a un souci, il n'est pas d'accord avec ma facture. Okay. Il aurait pu me joindre une pièce, il aurait pu me joindre le BL s'il l'avait souhaité, il peut joindre des pièces. Je peux derrière aller directement sur le compte client que vous avez vu tout à l'heure, et je vais pouvoir soit rejeter, parce que je sais que non, je ne suis pas d'accord, j'ai les informations dans ma possession, donc je peux tout de suite lui dire non, on n'est pas d'accord avec cette demande. Je peux transférer, je parlais tout à l'heure de l'ADV. On a des clients qui utilisent Elofi Cash et qui, les services ADV en fait, gèrent cette partie-là. Donc derrière, je vais pouvoir le transférer directement à une personne interne dans l'ADV pour qu'elle fasse, parce que c'est le job de l'ADV de faire ça. Je vais pouvoir lui demander de commenter. Ou alors, et je vais le faire, je vais contrôler et valider. Donc je contrôle et je valide, demande d'avoir, je fais OK, je valide, et là ça crée directement mon dossier litige qui est dans la plateforme, hein, parce que vous pouvez, souvenez-vous, je disais tout à l'heure qu'on avait les modules litige contentieux. Donc là je vais avoir ma demande d'avoir qui va être ici, avec le suivi du dossier, donc une traçabilité. Si votre client et vous avez mis une pièce jointe, vous auriez la pièce jointe qui serait rattachée au dossier. Donc ça veut dire que si une autre personne doit à un moment ou à un autre accéder à l'information, elle y aura accès. Je reviens sur le côté partage de l'information. Okay. Et puis là, je vais pouvoir dire, OK, j'ai été dans ma compta, j'ai fait l'avoir. Je vais envoyer. Et bien, je mets OK, clôture, avoir. Je vais enregistrer. Pour moi, c'est finalisé. Je peux passer à autre chose. J'allais plus loin même. On a des workflows qui peuvent associer. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien, sur ce litige, déclencher une action auprès d'un commercial, automatiquement, il n'a pas accès à l'application. Je lui envoie un mail en disant, avec un formulaire, justifie-moi en fait de ce litige. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai validé, j'ai fait qu'une action, j'ai validé, et derrière c'est le process automatique en fait qui va se charger. Pareil, je reviens sur mon lien. Et maintenant, si je me remets à la place de mon client, lui il va recevoir une notification aussi à ce niveau-là. Aussi, on est en train de travailler sur une alerte justement pour pouvoir l'alerter par mail. Et puis, il va retrouver, là j'ai le dossier ouvert, mais si je prends tous, hop, si ça va bien, allez, tac. Je vois qu'effectivement, mon dossier a été clôturé, puis il voit bien que le litige a été validé avec la demande d'avoir, et puis que ça a été clôturé, que l'avoir est parti. Donc, derrière, je peux très bien resélectionner mes deux écriture, et puis si je le souhaite, payer en ligne. Ce que je voulais vous montrer, donc là je l'ai, alors si j'ai été vite, mais parce que c'est important, on parlait des échéanciers, on parlait des promesses, les litiges, donc vous avez vu, on gère la partie litige. Bien évidemment, vous avez capacité, vous voyez ici, de gérer la notion de promesse, c'est-à-dire que quand vous avez un client, même si que lui peut vous le signifier, il y a le portail, mais si demain il ne vous signifie pas, puis qu'on est plutôt dans une méthode classique, et vous dit, vous l'avez eu en ligne, je vais payer le 10, vous pouvez en fait le mettre ici. Pas de problème, faire des déclarations d'échéancier. Ce genre d'information, justement, qu'on va aller derrière, renvoyer vers ça. Et puis, puisqu'on était justement sur la prévision, on a, et j'en parlais tout à l'heure, pilotage. Il y avait le terme pilotage qui arrive. Donc, capacité d'évaluer l'efficacité de ces stratégies de relance. Là, je vais aller très vite pour vous montrer.
c'est intéressant. C'est en gros voir à quel moment ce que vous mettez en place permet d'encaisser ou pas, parce que c'est bien beau de se dire je vais faire une super stratégie de relance, parce que sur le papier, elle me semble géniale cette stratégie de relance. En fait, elle ne donne pas de résultat. Là, l'idée, c'est de pouvoir justement identifier assez rapidement qu'en fait, bon, peut-être qu'en simplifiant, ça me permettrait d'encaisser un peu plus rapidement. Et vous allez avoir, en termes d'analyse, ici un prévisionnel d'encaissement qui fait lien justement avec le sujet du jour, dans lesquels on va pouvoir justement derrière, par rapport à tout ce qu'on a, les informations de litige, d'échéancier, de promesses, toutes ces informations qu'on peut justement rebasculer ensuite dans cette JXRT, de permettre de pouvoir affiner un peu plus. C'est pas du budget, hein, mais c'est plutôt, et pas que de la trésorerie, on est vraiment focus sur les encaissements, mais essayer d'avoir un prévisionnel d'encaissement sur les 3 prochaines semaines et qui va être basé vraiment sur le comportement réel de vos clients, pas uniquement en fait sur les mentions qui sont portées sur votre contrat. Il va prendre le score moyen, là c'est le comportement payant en fait des clients, donc parce que Efficace embarque automatiquement une note de 0 à 10 en fait chaque client sur son comportement payeur qu'il a avec. En gros, est-ce que ça se dégrade, est-ce qu'il a tendance à vous payer en temps et en heure, est-ce qu'il respecte ses échéanciers, est-ce qu'il respecte ses promesses, est-ce qu'il a tendance à faire du litige, du contentieux. Tout ça, en fait, l'outil va le prendre, c'est deep learning, et puis derrière, il va pouvoir vous ressortir en fait une note. Je vais aller plus loin demain, pareil, l'info légale. Aujourd'hui, je suis partie du info légal, donc on a un programme qui s'appelle le Smart Exchange, avec un objectif, c'est de pouvoir, par rapport à ces indicateurs, ne pas se focaliser uniquement en fait sur vous, votre périmètre, mais pouvoir aussi vous comparer avec d'autres secteurs. En fait, votre client, vous avez un DSO de temps avec lui. Ok, est-ce que mon DSO il est bon ou pas, parce que ça veut tout et rien dire, mais par rapport aux autres utilisateurs de la plateforme qui travaillent avec le même client, est-ce que mon DSO il est meilleur ou moins bon? Et c'est un exemple d'indicateur sur lequel on travaille, mais on va pouvoir mettre à disposition plus d'indicateurs demain pour essayer de capitaliser en fait sur toute la partie comportementale et informations extra-financières qu'on pourrait avoir, qui pourraient sortir des indicateurs extra-financiers, mais qui permettent pour vous aussi de pouvoir avoir une idée sur quelque part la solidité de votre partenaire. Et donc, je fais la présentation sur le risque, mais vous voyez, ça me permet de laisser la parole et de conclure sur cette partie-là. Donc, la capacité, justement, comme je disais, de pouvoir, si je devais conclure, c'est accélérer les paiements, d'accord, pour que justement améliorer la trésorerie, donc la trésorerie vous dit merci, et puis essayer de faire le lien, c'est pas essayer, mais c'est faire le lien entre justement ce que vous avez dans un outil comme cette Efficace au niveau de la partie du poste client et les informations que vous pouvez avoir pour ensuite les déporter chez cette JXRT qui va reprendre le rôle sur le pilotage de la trésorerie.